Mathieu, bonsoir. À la une de cette édition, le gouvernement survivra-t-il à la cacophonie budgétaire entre nouvelles pressions fiscales et calculs politiques? Rien n'assure que Sébastien Lecornu passera l'hiver. Retour ensuite sur les élections aux Pays-Bas où Geert Wilders n'est pas parvenu à l'emporter. Et enfin, pour certains, c'est encore les vacances. Nous évoquerons donc la question de l'allocation courte durée, un investissement pas toujours très sûr. Budget explosif à l'Assemblée, sans majorité et 149.3, le gouvernement est exposé aux revendications des oppositions et joue sa survie, élément d'explication. Soyez prudents, l'audace c'est bien, la tête dans le mur c'est moins bien. Soyez prudents, je vous en conjure. Mais moi je voudrais répondre au ministre parce qu'il a utilisé un argument qui me gêne, c'est ce qui est en gros celui de la peur des représailles. La peur des représailles, c'est précisément ce qui a motivé l'accord honteux entre Mme von der Leyen et M. Trump. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, exhorte les députés à ne pas voter une taxation des GAFAM, les géants du numérique, de peur de voir les États-Unis riposter. Et le député NFP Emmanuel Morel lui réplique que justement c'est avec la peur des représailles que la France s'expose. En cause, ici, la taxe dite GAFAM, un des nombreux points d'achoppement dans les débats budgétaires qui vise à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France et lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Une convergence inattendue entre la gauche et le Rassemblement national a permis l'adoption de cette mesure, suscitant l'ire du gouvernement et de la droite LR. Cette mesure, censée rapporter 26 milliards d'euros, selon ses défenseurs, est qualifiée d'inopérante et juridiquement fragile par le ministre de l'économie, qui redoute, comme évoqué dans l'Assemblée, un risque de contentieux internationaux. C'est aussi le sentiment du ministre de l'Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Il faudrait, par votre amendement, remettre en question 120 conventions fiscales, se lancer dans des contentieux avec toutes les entreprises, avec tous les pays, et à la fin, je vous le dis, Madame la députée, cet amendement coûtera plus cher au budget d'État qu'il ne rapportera d'argent. De son côté, le RN balaye les accusations de folie fiscale qui se seraient emparées du Palais Bourbon et auxquelles se serait prêté le parti de Marine Le Pen, comme a pu le confier la porte-parole du groupe RN à l'Assemblée, Laure Lavalette. Donc les élus RN ont voté avec LFI une surtaxe de 26 milliards sur les bénéfices des multinationales. Que répondez-vous à ceux qui évoquent une folie fiscale ? La folie fiscale, c'est de ne pas faire payer et de laisser une optimisation fiscale à ces entreprises américaines, par exemple comme McKinsey ou McDonald's, qui viennent en France, qui se servent de nos routes, de nos fonctionnaires, mais qui ne paient pas d'impôts ici. Donc non, la folie fiscale, elle n'est pas là. Elle est dans le fait d'aller chercher 19 milliards supplémentaires d'impôts sur les Français et 28 milliards de dépenses supplémentaires dans le train de vie de l'État, ce qui évidemment est complètement inimaginable. Mais encore une fois, on assiste quand même à une grande mascarade. Vous savez qu'avec 3500 amendements, je ne suis pas sûre que ce budget soit voté. Un budget qui pourrait bien ne pas être voté et un risque donc de le voir passer par ordonnance. Le RN a également fait adopter un amendement alourdissant la taxation des rachats d'actions, tandis que LFI a obtenu une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. Ces votes, souvent serrés, témoignent d'une dynamique parlementaire imprévisible dans un contexte politique très particulier, puisque seuls LFI et le RN se disent prêts à se présenter devant les urnes, tandis que le bloc centriste, LR et les socialistes sont très inquiets d'une possible dissolution qui risquerait de les affaiblir encore un peu plus. Laure Lavalette appelle d'ailleurs à un retour aux urnes et s'indigne de l'apparition de nouvelles taxes pour les contribuables. On évoque 6 milliards de taxes supplémentaires depuis 48 heures, en plus des 15 proposées par le gouvernement. Visiblement, c'est déjà trop pour les Français. Oui, c'est évidemment trop. Je vous rappelle qu'on a des prélèvements obligatoires. Nous sommes champions pour 1300 milliards de prélèvements obligatoires par an avec des services publics qui vont toujours plus mal. Ça représente 43% de notre PIB. On est au-dessus de la moyenne européenne qui est à peu près à 40%. Les Français n'en peuvent plus. Un retour aux urnes qui pourrait bien s'imposer à Emmanuel Macron si Sébastien Lecornu ne parvient pas à faire voter son budget, si les socialistes décident finalement de censurer le chef du gouvernement. La navette parlementaire, avec le passage des mesures votées à l'Assemblée, devrait profiter à un détricotage des amendements polémiques devant le Sénat. Mais à la fin, c'est la Chambre basse qui a le dernier mot. Avec toujours en toile de fond le risque d'un renversement du gouvernement, de nouvelles élections et l'incertitude de voir arriver une majorité à l'Assemblée.
Revers pour Geert Wilders et le PVV aux Pays-Bas. Le parti populiste a perdu 11 de ses 37 sièges. Entre percée des centristes et progression de formation de droite rivale, élément d'explication, Édouard Chano. Le vainqueur va se jouer à 1000 voix près. Les résultats définitifs se font attendre. Le PVV de Geert Wilders est pour l'heure au coude à coude avec le parti centriste D66. Ils devraient chacun obtenir 26 sièges sur les 150 que compte l'Assemblée néerlandaise, et cela alors que la participation a atteint 78,4%. Mais quoi qu'il en soit, c'est d'ores et déjà un désaveu pour Geert Wilders, vainqueur en 2023 avec 37 sièges, comme le souligne John Lockland, directeur des relations internationales du Forum pour la démocratie, parti concurrent du PVV. C'est incontestablement un désaveu, ce qui s'explique assez facilement par le fait que son parti est au pouvoir depuis un peu plus d'1 an. Et pendant cette année, le gouvernement dont il faisait partie et dont il était d'ailleurs la composante principale, n'a absolument pas pu endiguer les flux migratoires qui sont bien sûr la thématique, le cheval de bataille principal de ce parti. Le nombre d'arrivées a battu tous les records pendant cette année écoulée. Geert Wilders a déclaré avoir espéré un résultat différent. C'est en effet lui qui a provoqué les élections législatives anticipées, provoquant la chute de la coalition au pouvoir en retirant ses 9 ministres suite à un désaccord sur le durcissement des règles d'asile. Wilders a concédé que le refus de nombreux partis de former un nouveau gouvernement avec le PVV avait peut-être incité son électorat à voter pour d'autres formations. Parmi eux, le JA21 d'une droite plus modérée qui passe de 1 à 9 sièges et le Forum pour la démocratie qui remporte 7 sièges, 4 de plus qu'en 2023. Pour John Lockland, le vote utile en faveur du PVV a cette fois disparu et son parti a pu compter sur son programme plus rigoureux pour gagner. Quant au Forum pour la démocratie, eh bien, je crois que notre parti a évidemment profité de la déception de plusieurs électeurs du parti de Wilders, tout comme nous avions d'ailleurs souffert en 2023 de gens qui votaient soi-disant stratégiquement en faveur de celui dont ils pensaient qu'il allait gagner. Je pense aussi que le Forum pour la démocratie propose une analyse bien plus radicale et plus structurée sur le plan intellectuel que celle de Wilders. Wilders ne fait campagne que sur un seul sujet, et c'était l'islam et l'immigration, ou l'immigration islamique. Alors que nous, le Forum pour la démocratie, nous faisons campagne sur un éventail de sujets, la politique climatique, la politique migratoire, bien sûr. Nous sommes pour la rémigration et non seulement pour la baisse de l'immigration. Nous sommes, on va dire, plutôt neutres sur le conflit en Israël, alors que Wilders, lui, est 100% sioniste. Nous sommes pour la paix en Ukraine, etc., etc. Donc nous avons, nous, un grand nombre de sujets là où Wilders n'en a qu'un seul. Même si Wilders remporte le vote populaire, tous les autres partis ont annoncé refuser d'œuvrer avec lui à former un nouvel exécutif. Le pays se dirige tout droit vers une coalition libérale et pro-européenne avec le chef du D66 Rob Jetten pour Premier ministre. Ancien ministre du Climat dans le gouvernement de Mark Rutte entre 2022 et 2024, il est encensé par les médias dominants qui saluent sa jeunesse et son homosexualité. Il est, selon John Lockland, une nouvelle figure médiatique superficielle. Mais pour moi, c'est une énième itération d'un phénomène qui, comme vous venez de le rappeler, touche toutes les démocraties occidentales. Un phénomène que je trouve personnellement banal et embêtant et ennuyeux. Mais on peut en effet citer Obama qui, lui, quand il a été élu en 2008, c'était la jeunesse, c'était le renouveau, c'était l'espoir, enfin toutes les banalités. Même chose pour Emmanuel Macron en 2017. Jetten incarne, oui, exactement, pour moi c'est une opération de com fondamentalement. C'est l'Europe, c'est la jeunesse, c'est l'espoir, enfin ce sont toutes des thématiques qui ne sont fondamentalement que du vent. Voilà la raison pour laquelle je déplore en effet cette victoire, car elle en est une de ce parti D66. La location courte durée est-elle si rentable? Le dispositif séduit les investisseurs au vu du succès de la plateforme Airbnb. Pourtant, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Renaud de Bourleuf.
Un investissement qui aura coûté cher. À Nancy, un couple ayant mis son appartement en location saisonnière via la plateforme Airbnb a eu de mauvaises surprises avec des clients plutôt difficiles. Le premier contact se passe bien avec une jeune femme qui loue le logement avec son compagnon. Problème. Très vite, plusieurs individus ont été invités par le couple de locataires, ce qui est contraire au règlement. La propriétaire a appelé la locataire pour lui rappeler les règles, puis a alerté la police, qui n'a pas pu intervenir, n'ayant pas reçu de plainte du voisinage. Enfin, elle s'est rendue sur place avec son mari. Tous les deux ont été passés à tabac par les invités de la locataire. Un cas extrême, mais ce type de désagrément est fréquent dans ce secteur où les annonces Airbnb couvrent plus de 80% des communes de France aujourd'hui, à côté de Booking, d'Abritel ou d'autres sites dédiés aux locations saisonnières, dites aussi locations de courte durée. 52% des Français souhaitent réserver leurs vacances d'été sur Airbnb selon une étude de 2021. Pour une enquête de l'Observatoire CTLM, la plateforme de location touristique reste particulièrement plébiscitée chez les moins de 35 ans. Des perspectives de rentabilité qui ont de quoi séduire les investisseurs. La location courte durée affiche des niveaux de rentabilité brute souvent supérieurs de 30 à 50% à ceux de la location nue et de 15 à 25% à ceux de la location meublée longue durée. Des différences qui s'expliquent notamment par un prix moyen par nuit souvent 2 à 3 fois supérieur au loyer journalier classique et par une exploitation saisonnière qui permet d'optimiser certaines périodes. Des événements majeurs, des festivals, des vacances et week-ends prolongés. Mais ce type de séjour peut se retourner contre les propriétaires. Un autre exemple est celui de cette famille qui a loué son domicile en Bretagne pour le réveillon. Le 2 janvier, ils ont récupéré la maison avec de telles dégradations qu'elle était devenue inhabitable. À Lens, dans le Nord, c'est un T2 de 30 mètres carrés qui a été saccagé avec une porte démolie. En Indre-et-Loire, une maison louée à 7 personnes, un groupe d'amis, a été détruite par une quarantaine d'individus. Les propriétaires avaient découvert plus de 28 000 € de dégâts. La gendarmerie a rouvert l'enquête au bout d'1 an et demi alors que les coupables n'avaient toujours pas été inquiétés. Dans ce genre de situation, les propriétaires malheureux ont beaucoup de difficultés pour être indemnisés. En effet, la plateforme Airbnb prévoit une couverture, AirCover. C'est une solution destinée aux propriétaires lésés. Il s'agit d'une protection contre les dommages causés au lieu ou au bien de la personne, qui ne s'active que si le voyageur ne paie pas le dédommagement réclamé par l'hôte. Celui-ci a l'obligation de tenter un arrangement amiable. S'il n'a aucune réponse sous 24 heures, il peut alors réclamer une compensation à Airbnb. Mais ce n'est pas une assurance. Les actes intentionnels et non accidentels ne sont pas couverts. C'est ainsi que de nombreux propriétaires subissent de lourdes pertes après la mise à disposition des logements. Selon les conciergeries, les litiges représentent environ 5% des locations. Notons que ces locataires vandales sont passibles de poursuites au pénal. Des peines peuvent monter jusqu'à 7 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes. Un autre point, souvent ignoré par les bailleurs, il est possible de faire un état des lieux. La pratique est peu courante pour les locations saisonnières, mais très recommandée, puisqu'elle permet de constater précisément l'état du bien lors de la prise et de la restitution des lieux, permettant de pouvoir effectuer un comparatif de sorte que si des dommages sont constatés, ce document servira de preuve pour le propriétaire. Il est possible d'exiger un dépôt de garantie. Louer son logement pour les vacances n'est pas de tout repos. Passons à présent à l'actualité en bref en France. L'affaire des bijoux du Louvre continue. 5 individus ont été arrêtés mercredi soir dans le 16e arrondissement de Paris et en Seine-Saint-Denis. L'un d'eux aurait participé activement au cambriolage selon les analyses ADN. Les 4 autres seraient des complices. Le même soir, les 2 suspects arrêtés samedi avant de fuir pour l'Algérie et le Mali ont été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Ils sont placés en détention provisoire, mais comme l'a affirmé le procureur de Paris, les bijoux restent introuvables. Les bijoux ne sont, à l'heure où je vous parle, pas encore en notre possession. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la Nation. Ces joyaux sont dorénavant, bien évidemment, invendables. Pour rappel, s'il en était besoin, quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime. Il est encore temps de les restituer. Reste à savoir si les voleurs auront cette amabilité. Quant à la question de la sécurité des musées et du patrimoine culturel, nos joyaux sont à la merci de cambrioleurs habiles dans des musées transformés en passoires. C'est le constat posé mardi par une délégation de la Commission des affaires culturelles du Sénat qui s'est rendue au Louvre. Je pense que nous avons tous remarqué que le matériel de sécurité n'était pas adapté
un musée digne du XXIe siècle, sur un site en plus qui est un site particulier pour la France, c'est le site du Louvre, c'est notre vaisseau amiral, il doit être exemplaire et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas qualifier les conditions de sécurité comme étant exemplaires au sein du Louvre. Il faut retenir qu'il faut absolument mettre en œuvre le schéma directeur de sécurité à travers le plan Louvre Renaissance et qu'il y ait les moyens financiers nécessaires pour financer le schéma directeur. Je vous rappelle le chiffre, c'est 80 millions d'euros, donc c'est une somme assez conséquente. Il faut absolument que cet effort budgétaire soit réalisé dans les plus brefs délais. Peut-être que le ministre de la Culture devrait prendre le sujet plus au sérieux. C'était à la Fondation Cartier, en face du Louvre, le lendemain du casse. David Linard plaide pour une primaire de la droite pour 2027. Le maire LR de Cannes et président de Nouvelle Énergie appelle à une grande primaire pour la présidentielle 2027, réunissant l'UDI, Horizon, Nicolas Dupont-Aignan et Sarah Knafo. Il propose un projet libéral, sécuritaire et éducatif avec 5 mesures pour fédérer les candidats autour d'objectifs communs. Cette initiative, qui fait écho à la proposition de Laurent Wauquiez d'une primaire ouverte excluant également le RN, vise à rassembler ce qu'il nomme les orphelins de la droite. Une idée qui peut paraître séduisante mais qui fait fi d'une donnée importante. Le parti de Marine Le Pen représente plus d'un tiers des votants. L'Île-de-France en phase épidémique. L'épidémie de bronchiolite, touchant principalement les bébés, a débuté en Île-de-France selon Santé publique France. Les indicateurs syndromiques, en hausse en ville et à l'hôpital, signalent le début de la saison à des niveaux similaires à l'an dernier. Cette maladie, souvent liée au virus respiratoire syncytial, peut entraîner des complications chez les nourrissons. Une campagne d'immunisation par vaccination des femmes enceintes ou des bébés est en cours. D'autres régions comme la Normandie sont en phase pré-épidémique, comme un air de déjà-vu. Santé publique France promeut masques, lavage des mains et aération pour limiter la propagation des virus respiratoires, y compris Covid et grippe, dont les cas restent limités ou sporadiques. L'actualité internationale en bref. Donald Trump a ordonné hier 29 octobre la reprise des essais nucléaires américains suspendus depuis 1992 en réponse aux tests russes d'un drone sous-marin Poséidon et d'un missile Bourevestnik. Le président américain justifiait cette décision par la nécessité d'une parité face à Moscou et Pékin, revendiquant détenir un stock nucléaire plus grand que ses rivaux. Parallèlement, Trump a rencontré Xi Jinping à Busan en Corée du Sud pour la première fois en 6 ans, qualifiant l'entretien de grand succès après des mois d'escalade commerciale. Les deux leaders ont conclu des accords sur le commerce agricole avec des achats massifs de soja américain par la Chine dès maintenant. Trump a de surcroît assuré que Xi l'aiderait à résoudre le conflit ukrainien et que le différend sur les terres rares avait été réglé. Un accord sur le fentanyl réduit les droits de douane d'Américains de 20 à 10%, résolvant un contentieux majeur. Trump a annoncé une visite à Pékin en avril pour poursuivre les négociations. Une hausse record du salaire minimum à 14,60 € d'ici 2027. Et non, il ne s'agit pas de la France, mais de l'Allemagne, dirigée par un chancelier de centre droit. C'est la plus forte hausse du salaire minimum depuis sa création en 2015. Actuellement à 12,82 € brut de l'heure, il passera à 13,90 € en 2026, puis à 14,60 € en 2027, soit une augmentation de 13,9%. Environ 6 millions de travailleurs en bénéficieront. Cette mesure légèrement moins ambitieuse que celle souhaitée par les sociodémocrates suit les recommandations d'une commission indépendante. Introduit en 2015 à 8,50 €, le SMIC allemand est aujourd'hui le 4e plus élevé de l'UE, derrière le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas. Les Caraïbes ravagés par l'ouragan Mélissa. Apparu le 13 octobre au large des îles du Cap-Vert, le cyclone aura parcouru plus de 7000 km et poursuit sa route vers les Bermudes. Légèrement adouci, ces vents soufflent tout de même à 150 km/h. Les dégâts ont été considérables. L'ouragan Mélissa est devenu le plus puissant à toucher terre depuis 90 ans lorsqu'il a frappé mardi la Jamaïque. Ces vents violents ont parfois atteint 300 km/h. Les dégâts sont très importants sur l'île, qualifiée de zone sinistrée par les autorités. Plus de 500 000 habitants ont été privés d'électricité. Mercredi, c'est au tour de Cuba d'être frappé, causant d'immenses dégâts avec plus de 700 habitants déplacés. Selon un bilan provisoire, l'ouragan Mélissa aurait provoqué la mort d'au moins 30 personnes, dont au moins 20 à Haïti. Les dinosaures étaient-ils en déclin au moment de la météorite du Yucatan? Il est communément admis qu'au moment du choc provoqué par un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre, il y a 66 millions d'années, 75% des espèces animales et végétales ont disparu, parmi lesquelles les dinosaures qui étaient alors en déclin depuis de longues années. Mais ce dernier point est remis en question par des chercheurs américains en étudiant des fossiles au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Ils soutiennent que de nombreuses espèces étaient prospères en Amérique du Nord au moment du choc. Par ailleurs, d'autres chercheurs
chercheurs américains de l'Université de Chicago ont étudié des fossiles d'hadrosaures vivant pendant cette période. En étudiant les fossiles dans le Wyoming, ils ont pu observer les sabots de ces dinosaures pouvant atteindre 12 mètres de long pour 7 tonnes. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.